de Grégory Schneider, Mars et Lyon évidemment, parce que j'ai cité une marque. Dave Apadou, si c'est oui, si c'est une surprise, si c'est non, c'est Grégory Schneider. Le patron est demandé, ce soir la présidence est confiée à l'élégant Johan Micou. Non mais tu vois, dans l'argument de fin de Greg, il parle du match de ce soir par rapport à ce qu'on a vu. Ils ont mis plus d'intensité, ça, oui, d'accord. Mais c'est vrai qu'avant le match, moi, me dire que Milan allait battre Paris, je ne le pensais pas du tout. Par rapport à ce qu'on a vu déjà à l'aller, par rapport aussi à ce Milan dans cette première partie de Ligue des Champions où ils n'avaient pas marqué, ils étaient moyens. Je ne m'attendais pas à cette réaction du Milan AC. Donc oui, c'est une vraie surprise. Et par rapport aussi à l'attitude de ce soir du PSG, ça reste une surprise par rapport à ce qu'on a vu sur les derniers matchs. Point pour Dave Apadou. Mais une nouvelle fois, quand cette équipe se fait un peu bouger, un peu bousculer, alors forcément c'est toujours difficile quand on joue une équipe adverse qui défend en avançant, qui t'agresse régulièrement, c'est beaucoup plus difficile. Mais on voit que Paris a vraiment du mal, on l'a vu à Newcastle, on l'a vu contre Nice à la maison, on le voit encore ce soir. Et donc on ne voit pas de réaction où ils arrivent à reprendre la main sur ce genre de match. Et donc ça fait beaucoup, quoi. Sur l'arbitrage et la deuxième partie de l'arbitrage de Johan Micou, la balle est dans le camp de Ludovic Obrania. Qu'est-ce que raconte cette défaite? Jo nous a déjà donné un peu ses impressions. Enfin, le président revient un peu à la raison, quoi. Non, mais évidemment, s'il y a un dénominateur commun à toutes les défaites du Paris Saint-Germain depuis le départ de saison, je prends Nice, j'inclus Nice en championnat, c'est que c'est une équipe, dès que le niveau d'agressivité augmente fortement, c'est une équipe qui se fait marcher dessus, qui a énormément de mal à avoir du répondant à tous les niveaux, que ce soit défensif, offensif. Le milieu de terrain s'est fait littéralement exploser aujourd'hui. Alors, le pauvre Zaïre Emery était bien seul. Donc, non, c'est une équipe qui ne sait pas, dès qu'il y a un peu de mordant en face. Et pour moi, ce n'est pas une surprise, parce que je savais que Milan allait jouer ce football-là. S'ils avaient vu le match de Newcastle, ils étaient sur la corde raide. Ouais, mais ils l'avaient vu au match aller. Ouais, j'ai pas vu ce Milan-là à l'aller, quoi. Non, mais là, ils étaient. Si Milan ne gagne pas aujourd'hui, tu savais que c'était un peu la dernière chance de pouvoir essayer de recoller au tableau. Donc, si tu ne fais pas un résultat aujourd'hui, tu es mort. Évidemment que les Milanais allaient attaquer le match tambour battant, avec de l'agressivité, essayer de jouer leur va-tout. C'était prévisible. Et moi, j'avais payé pour voir. Cette semaine, on a fait beaucoup de débats en se disant oui, ok, PSG, ça commence à être structuré, on voit des choses. Montpellier, c'était sympa. Ouais, il se passe quelque chose. Moi, j'ai dit attendez, moi, je veux payer pour voir quand Milan va arriver à Milan. Parce que Paris, c'est Docteur Paris, Mister Saint-Germain. C'est-à-dire qu'il y a une équipe au parc et puis il y a... Il y a un auteur ou pas, là Ça vous a plu? On continue. On continue. Si ça finit pas dans un replay en fin de semaine, je ne les connais pas. Je finis là-dessus, je passe là. Jérôme, c'est sur le manque, c'est sur l'absence de réaction, le manque de personnalité. Pourquoi moi c'est pas une surprise? Parce que dans cette équipe de Milan, tu as un joueur qui change tout. Et que s'il n'est pas là à l'aller et qu'il est là au retour, alors c'est un problème aussi. Loftus-Cheek? Alors lui, je ne l'ai pas vu venir, mais c'est Léao. C'est-à-dire, à un moment donné, moi je vois pas le match ce soir. Je rentre chez moi, je vois Milan 2, Paris 1. Je tombe pas du siège non plus, parce que arrêtez de me dire que Milan va être nul toute l'année. C'est normal que ce genre d'équipe-là, à un moment donné, ils vont réagir sur un gros match, c'est sûr et certain. Mais dans cette équipe, en plus, tu as un joueur qui, quand il a envie, c'est aussi son problème, quand il a envie, Léao, change les matchs. Et change les matchs contre n'importe qui. Paris, ils sont supposés avoir le même de l'autre côté. Oui, mais là, on parle de Milan. Bah oui. On parle de Milan, surprise ou pas. On aura un débat sur Mbappé dans quelques minutes. Léao, tu te dis avant le match, si Léao est dans les dispositions qui font que parfois c'est un joueur génial, si presque à lui tout seul il bat Paris, je ne tombe pas de ma chaise, je suis désolé. Plus Loftus-Cheek, plus Giroud, qui évidemment n'en parlait pas dans le match, lui, c'est un phénomène, quoi. Voilà. Les autres, en fait. Donc voilà, alors le problème est aussi que individuellement, tu ne cadres pas les dangers adverses. Et au-delà de la tactique, vous avez tout dit, c'est bien, mais c'est aussi que quand tu as des poisons en face, tu ne sais pas les gérer. Et ça, c'est aussi un mal récurrent, je suis désolé. On va aller voir Giovanni Castaldi, vos impressions de ce match vu du stade. Qu'est-ce que vous retenez de cette défaite, pas déroute, mais défaite du Paris Saint-Germain ce soir? Déjà, je retiens que, comme un peu à St. James Park, en termes d'ambiance, ce soir, c'est fantastique. Bon, personnellement, c'était la première fois que j'allais à San Siro, c'est exceptionnel. C'est une atmosphère particulière. Et le vrai point commun que je vois entre le match de Newcastle et de ce soir, du match face à Milan, c'est le côté, les nerfs, en fait, des Parisiens. Parce que, autant sur la première période, c'était un match ping-pong où Paris s'est fait désosser au milieu de terrain avec Loftus-Cheek
qui a été très très grand. J'entendais Jérôme parler de Leao, c'est vrai que c'est un joueur fantastique Leao, mais ce soir celui qui a fait beaucoup de mal au PSG, notamment à Ugarte et Zaïre Emery, qui a pété le rideau et qui a fait baisser la ligne de récupération du PSG, c'est Loftus-Cheek. Il a été grand. En seconde période, ils n'arrêtaient pas de tomber, ils gagnaient du temps, ils s'énervaient, les Parisiens n'arrêtaient pas de s'énerver. C'est les scènes qu'on a vues à Newcastle. Et je trouve que cette équipe, bon, elle a fait le ménage cet été. Il y a des joueurs d'expérience qui sont partis. On voit que c'est une équipe qui est jeune et qui a vraiment du mal à garder ses nerfs et qui a vraiment du mal à pas tomber dans les panneaux qui clignotent pourtant très très fort. Et c'était criant, surtout en seconde période. Ok. Paris a-t-il intérêt à jouer un football de ping-pong de 1 contre 1? C'est un petit peu ce qui s'est passé, un football de chaos. Je continue pas ma question parce qu'il y a un breaking news de Grégory Schneider, je suis désolé. Ouais, non, mais là-dessus, sur cette espèce de ping-pong qu'on a vu en première mi-temps, ping, pam, 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 pam. Luis Enrique nous dit l'inverse, il nous dit qu'il cherche l'inverse à chaque conférence de presse. Il déteste ça. Il parle de contrôle. Donc là, on est dans un match que Milan a peut-être envie de jouer, mais qu'en aucun cas, le Paris Saint-Germain n'a envie de jouer. C'est-à-dire que quelque part, là, le match, ils l'ont perdu. Tactiquement, ils l'ont perdu. Sur la physionomie, après, il peut se passer des choses, tu pars des buts. Mais là, tu joues le match que Milan a envie de jouer. Moi, quelque part, c'est déjà terminé. Mais pardon, mais avec Dembélé qui est positionné, qui mord la craie, là, avec Mbappé, bon, je ne l'ai pas beaucoup vu, mais enfin, si, je l'ai vu un peu au début, là, un peu. C'est un football aussi de 1 contre 1, non? D'isoler, on va dire. Oui, c'est pas ce qu'il faisait pas jusque-là. Parce qu'autant Dembélé, il était depuis le début de saison, et ça, pour le coup, faut quand même, autant on a beaucoup tapé dessus sur plein d'autres trucs, et moi en premier, mais autant sur sa discipline tactique qui permet aussi à Hakimi d'exprimer des choses sur ses courses intérieures, ça c'était bien fixé. La nouveauté, le truc un peu inédit, je trouve, ce soir, c'est que Mbappé soit resté autant au large. D'habitude, ce qu'il faisait, c'était qu'il laissait, alors Vitinha quand c'était Vitinha, Kangin quand c'était Kangin, et lui était un peu en électron libre, un peu intérieur, etc. Là, ce soir, en fait, Mbappé l'a fixé sur le côté. Alors, je ne sais pas d'où ça vient, mais à part la première action, je crois, où il déborde et il fait sortir à Calabria qui va le prendre toute la soirée. Terminé. Tu l'as trouvé trop loin du but? Ouais, un peu. Il a 2 duels contre Maignan qui perd. Dave, des propos qui font réagir Giovanni, qui est à Milan, enfin, ou pondéré, ou nuancé, ou abondé, je sais pas. Giovanni, je vous passe la main. Non, ouais. C'était pour répondre à l'interrogation de Dave, en fait, par rapport au positionnement de Kylian Mbappé. En première période, il s'est beaucoup agacé de pas assez de toucher de ballon, d'être complètement absent du jeu. Donc, en fait, il s'est excentré un peu naturellement. Et quand Gingli, quand il est rentré, même Vitinha en seconde, s'est recentré pour que Kylian Mbappé puisse venir un peu plus prendre le ballon, avoir des 1 contre 1 et participer et peser d'une autre manière que jouer dans la surface comme on l'a vu en première période. C'était surtout pour se toucher beaucoup plus le ballon. Luis Enrique, en conférence de presse hier, vous avez cité les grands auteurs, on lui demandait finalement comment il imaginait ce match, cette deuxième manche contre Milan. Écoutez ce qu'il nous dit. On a un objectif très clair, c'est de faire notre match. On veut que le Milan s'adapte à nous. Les seuls moments où l'on doit s'adapter, c'est sur les phases sans ballon. Et l'objectif est de le récupérer le plus vite possible. Je suis sûr que mes joueurs ne pensent pas à faire quelque chose de différent. On met en place les mêmes choses sur chaque match. Mais l'objectif avec et sans ballon est très clair. Greg, vous y voyez une contradiction? Oui, parce que là, moi je suis pas. Moi, j'y vois pas vraiment je suis pas coach. Si, j'ai vu les Milanais faire des percées sur 30, 40, 50 mètres balle au pied. Et porter le ballon sur 30, 40, 50 mètres. Et ça m'a beaucoup étonné. Au niveau du replacement, au niveau des efforts défensifs. Mais c'est justement parce que. C'est pas ce qu'il veut. Non, c'est pas ce qu'il veut, mais si. En fait, je vois pas de contradiction. Mais si, parce que il veut la récupération haute. Le problème ce soir, c'est que notamment avec Loftus-Cheek, ils l'ont déchiré ce rideau de balle. Ils l'ont explosé. Ils l'ont mis en 1000 morceaux. Donc en fait, ce plan-là, il y est. Sauf qu'il s'est fait démonter par la qualité milanaise. Tu as souvent Ugarte qui est le premier, on le disait pendant le match, à bien lire, à bien anticiper les premiers lancements de jeu adverse. Et là aujourd'hui, il était en retard sur chaque action. Pardon, mais excusez-moi, je fais juste un petit bilan, une petite synthèse. Il suffit juste que Milan, à la course, c'est-à-dire joue avec personnalité et démarre avec le ballon. Il n'y a plus rien. Pour moi, c'est le second problème qui arrive. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu transperces le milieu, tu te retrouves dans la surface de réparation adverse. Un peu, ouais. Donc il y a un problème aussi de la défense. Parce que pour moi, si la défense n'intervient pas quand le milieu est pris, c'est à chaque fois ils vont se retrouver dans ces situations-là.
C'est-à-dire que moi, une équipe qui veut gagner la Ligue des Champions et qui joue à Milan, ce Milan-là, qui est pour moi pas un grand d'Europe, même si c'est une très belle équipe, au bout de 12 minutes, tu as 3 occasions contre toi, où il doit y avoir presque 2 ou 3-0. Quoi. Alors, il y en a une qui passe au-dessus, il y en a une qui va dans les gants de Donnarumma. C'est vraiment des grosses occasions au bout de 12 minutes de jeu. Quoi. Vous faites référence. Donc, en fait, dès que tu passes le milieu, sur des sorties de balles, dès que tu passes le milieu, la défense est 25 mètres derrière, au lieu d'être collé au milieu et de pouvoir intervenir si le milieu est pris. Quoi. À un moment donné, si tu peux pas. Le milieu, c'est trop d'espace entre le milieu et la défense. Le milieu presse, donc défend en avançant, et la défense joue dans le sens de son... elle est pas loin, mais dès que le milieu est pris, hop, ça recule. Donc après, tu défends en reculant. C'est l'inverse pour moi. Il y avait des fusées devant. Il y a quelque chose que l'on oublie aussi fortement, c'est le poste hybride de Vitinha. Le fait qu'ils doivent sans arrêt s'adapter au déplacement de Mbappé. Donc en fait, à la perte du ballon, il ne sait jamais où il est. C'est-à-dire que tu te fais parfois au milieu de terrain parce que tu es souvent 3 contre 2. Transparent. T'es 3 contre 2. Si t'as un joueur, et c'est ce qui te met aussi à un moment donné dans le brouillard. Si à chaque fois qu'il se déplace, il doit savoir où Mbappé se déplace pour se déplacer dans l'autre zone, ça devient très compliqué parce qu'il n'y a plus d'automatisme. Et après, tu perds toujours un temps. Tu perds toujours un temps. Tu es toujours un peu entre deux. Tu es en contre-temps. Mais tu t'es conforté dans cette idée quand les matchs étaient faciles. Parce que ça marchait sur les matchs faciles. Oui, parce que tu as le temps de revenir. Et que tu l'as dit, dès que c'est un match où ça tape un peu, personne qui lui, à un moment donné, il se déplace à gauche. Tu vois, il va naturellement à gauche, il y a Mbappé, donc il va repartir dans l'axe. Si le ballon est perdu, il faut qu'il revienne à gauche. Mais comme ça a un peu marché sur des matchs un peu plus plus contrôlés. Tu te dis, tiens, c'est pas mal. Je vous écoute, et je regarde également donc, la compo concoctée par Luis Enrique, avec donc ce poste hybride de Vitinha qui vient là un petit peu. En fait, là, on ne voit pas cette compo. Non, je la vois presque jamais, cette compo. Non, mais ça serait beaucoup plus équilibré, je trouve. Oui, non, mais il revient pour compenser, Vitinha. Il a ce rôle un peu d'équilibre, non, à la perte du ballon. Non, mais si le système tactique est celui-là, c'est-à-dire que Mbappé est vraiment plus dans l'axe et Vitinha d'un côté gauche, axe gauche, mais que lui s'oriente comme il le sent par rapport à son positionnement et par rapport à l'équipe, moi, je trouve que ça serait beaucoup plus équilibré. Mais là, à la sortie, tu vois cette équipe, toi ? Là, on en parle tout à l'heure. En première mi-temps, peut-être de temps en temps, mais pratiquement toute la deuxième mi-temps, t'as Mbappé qui est carrément à gauche. On vient de me confirmer, c'est Émile Gillet qui regarde les heatmaps, vous savez, les zones de déplacement. En fait, Vitinha et Mbappé occupent exactement les mêmes postes. Bah oui. En fait. Donc, il y a Kolo Muani qui est toujours injoignable. Le malheureux, il est là. Donc, en fait, on met 2 attaquants axiaux, Mbappé et Kolo Muani. On met Vitinha. Donc finalement, à ce système tricoté par Luis Enrique, tu te fais transverser. Dès qu'on lui met un peu d'intensité de pression, ça explose. Donc à mon avis, Luis Enrique, il va falloir qu'il revoie sa copie. Pas casser l'ambiance, mais il y avait quand même un truc, enfin je ne veux pas reparler d'un temps révolu, mais Neymar avait quand même ce truc de pousser Mbappé vers l'axe, vers le but, en permanence. Là, on a l'impression que Mbappé est sur une position où des fois il redescend au milieu de terrain, des fois il s'écarte, des fois il... Avec Neymar, il était cadré pour être sur le... Voilà. Mais pour une raison qui est pas... Les supporters du Paris Saint-Germain j'ai cette petite nostalgie. Faut pas les convoquer à chaque fois, les mecs, ils sont partis. Mais c'est vrai que le gros changement. Oui, mais sur les gros matchs, Neymar faisait l'effort, il était vraiment à gauche, et bien sûr. Et il le poussait vers le but. Mbappé peut prendre ses courses intérieures parce qu'il sait qu'avec Neymar, la balle va arriver. Neymar, il faut quand même dire, indépendamment des relations qu'ils avaient et tout, techniquement, la relation, elle y était. Là, Mbappé, t'as eu l'impression, enfin c'est Giovanni, en plus on échangeait un petit peu pendant le match, il me dit mais Mbappé a passé son temps à s'agacer parce que les ballons n'arrivent pas dans les bons timings, etc. Et ça, c'est un truc qui l'a mais si tu ne reçois pas le ballon, tu ne vas pas te coller à la ligne. Tu vas plus te retrouver un peu dans l'axe pour essayer de le toucher un peu plus. Mais tu ne le sens pas perdu dans ces situations-là? Tu as l'impression qu'il s'est plus... Moi, sur la deuxième mi-temps, je l'ai trouvé vraiment ligne gauche. Mais après, le problème qu'il y a aussi... En étant perdu, il perd Vitinha aussi. L'autre problème que tu as avec, pour moi, si Mbappé se retrouve dans le couloir gauche, c'est quand tu perds le ballon, quoi. Ouais. Parce qu'autant Dembélé, comme tu disais tout à l'heure, offensivement, des fois, il y a des trucs. Mais par contre, il a une grosse discipline sur son repositionnement. Il aide à chaque fois Hakimi, il est toujours bien placé pour défendre. De l'autre côté, tu l'as pas, ça. Non. Tout à l'heure, dans une de vos premières interventions de Giovanni, vous nous avez parlé là, d'un petit dialogue entre Mbappé et Vitinha. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que vous avez constaté ce soir sur le terrain San Siro?
Bah c'est pas la première fois pour le coup Mémé depuis le début de la saison. Autant je trouve que assez naturellement quand ils sont associés ensemble, je trouve les déplacements plus fluides entre Kangin et Mbappé et les connexions un peu plus évidentes. Et c'est vrai que souvent et ce soir en première période c'était assez criant. Kylian Mbappé s'agace de beaucoup de choix de Vitinha sur qui porte un peu trop le ballon, qui lâche pas assez vite, voilà, des choses comme ça. Et ça revient, c'est inlassable et en première période c'était très criant. Et je voulais juste ajouter par rapport à ce que disait Jo, c'était hyper intéressant sur le premier rideau qui est transpercé et le fait que la ligne défensive soit très basse. Non, il y a un garçon qui fait très bien, qui arrive en seconde lame et qui va compenser aussi parfois les ratés des montées souvent de Ugarte ou de Zaïre Emery, c'est Lucas Hernandez. Et ce soir, Lucas Hernandez, il a été moins fort physiquement, il était moins tranchant, il pouvait défendre. C'est un garçon qui défend tout le temps en avançant et c'était pas le cas ce soir. Et d'ailleurs, il a été remplacé par Mukiele. Paris battu, est-ce pour vous une surprise? On était en train de parler de l'organisation de notre ami Luis Enrique. Là, c'est une défaite qui pose question, non, sur son organisation générale, non? Ça fait 2 fois. Plutôt je trouve sur l'état d'avancement qui nous vend quand même conférence de presse après conférence de presse. C'est-à-dire qu'on est sur la bonne voie, on voit des choses, on fait ceci, on fait cela. Il y a 2 défaites déjà au premier tour de la Ligue des Champions. C'est arrivé qu'une seule fois, sauf erreur de ma part, quand ils étaient dans le groupe de Naples et de Liverpool. En championnat, il y a quand même des accros réguliers. Donc ça pose quand même, j'ai l'impression qu'on nous vend un peu le truc sur plan quand même. Non mais par rapport à ce qu'on... Voilà, il y a juste ça. Parce que c'est pas des petites défaites. À Newcastle, ils se font exploser, alors que c'est une équipe qui ne prend jamais de branlée, le Paris Saint-Germain, jamais. Des fois, ils sont juste... Et là, ce soir, ils se font marcher dessus. Mais est-ce qu'il faut toujours mettre ça sur le compte de l'organisation? De l'organisation. C'est peut-être le caractère. Ça fait 2-3 minutes qu'on a quand même parlé du positionnement de Vitinha, du truc, Mbappé... Ça y est, forcément. Mais parfois, tu as aussi le niveau des joueurs. C'est-à-dire que Ugarte, moi, ça fait quelques semaines que je le vois aussi un peu moins bon et un peu moins beau que les premiers matchs où on l'avait vu, où tu as l'impression qu'il avait 10 minutes d'avance. Mais dans des matchs, finalement, où tu t'aperçois, quand tu regardes un peu le pédigré des adversaires, exactement, ça te laisse du temps. C'est quand même un garçon qui peut-être manque encore à ce niveau-là. Oui, mais la réponse des camarades disent Ugarte un peu seul, mais Jo et Ludo, je pense que Jérôme aussi accompagné, les défenseurs doivent aller beaucoup plus serrer le milieu, doivent accompagner le pressing. Au-delà d'être pris, c'est qu'il se fait bouger aussi. Ouais. Moi, je trouve que dans les duels et tout, il s'est fait bousculer souvent ce soir, alors que c'est une de ses qualités. Quand moi, je l'ai vu bon sur des matchs de Ligue 1 et même en Ligue des Champions au Parc, c'est lui qui anticipe, c'est lui qui passe devant les mecs, c'est lui qui relance, etc. Et là, ce soir, il s'est fait manger individuellement. C'est pas tant ce qu'il décide avant que ce qui ne change pas pendant le match, moi qui me dérange. Si on c'est vrai que à Newcastle, on a eu le débat. Newcastle, on a eu le débat. Ce soir, il a changé. Quand on voit son équipe sur le papier, Mbappé, il n'est pas sur la ligne à gauche. Alors que Edio nous le confirme, pendant le match, ça veut dire qu'il peut aussi lui dire à un moment donné, Kylian, je te veux pas là du tout. Il change pas. Il voit qu'Mbappé. Il ne veut pas là, mais comme il explique à qui veut l'entendre, Vitinha, son déplacement, il dépend du déplacement de Mbappé. En fait, t'as l'impression que c'est pas Mbappé qui doit s'adapter, c'est Vitinha et tous les autres qui s'adaptent. Il en est comptable de ça aussi. C'est normal parce que il en est comptable. Mais il en est comptable de ça alors à ce moment-là. Si tu fais manger et que tu changes rien, c'est que tu en es comptable aussi. Donc c'est pas tant la construction de l'équipe au départ, c'est ce qui ne change pas pendant le match. Moi, je pose plus de questions.